Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage la lecture des chapitres 12 et 13 du livre du pouvoir de la conscience par Joseph Murphy. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Chapitre 12. Les savants recourent au subconscient. Expérimentez la prière scientifique jusqu'à ce que vous soyez convaincu que l'intelligence infinie qui réside en votre subconscient réagit directement aux pensées de votre esprit conscient. Beaucoup de savants connaissent la véritable importance du subconscient. Edison, Marconi, Kettering, Poincaré, Einstein et bien d'autres ont eu recours au subconscient. Il leur a donné la capacité d'analyse et le savoir-faire dans tout leur accomplissement. La recherche a montré que la capacité de mettre en œuvre la puissance subconsciente a été déterminante dans le succès de tous les grands savants et chercheurs. Friedrich Stradonitz, un chimiste célèbre, a vécu une expérience qui illustre ce phénomène de façon très convaincante. Il travaillait depuis longtemps et sans relâche sur la structure de l'hydrocarbure appelé benzène. Il était hanté par ce problème et ses efforts ne le menaient nulle part. Il était incapable de résoudre ce problème. Fatigué, épuisé, il abandonna complètement la question à son subconscient. Peu après, au moment où il montait dans un autobus londonien, son subconscient présenta en un éclair la réponse à son esprit conscient. L'image d'un serpent qui se mordait la queue et tournait en rond s'est imposée à l'esprit de Stradonitz. Cette vision l'a conduit à orienter ses recherches dans une autre direction. Cette réponse était celle qu'il cherchait depuis longtemps. Le réajustement circulaire des atomes, connu sous le nom de cercle de benzène. Comment des savants mirent au point leurs inventions. Nikola Tesla, un brillant chercheur, a été un pionnier dans le domaine de l'électricité. La bobine Tesla est une de ses nombreuses inventions. D'ailleurs, on l'expose dans les musées des sciences et elle est toujours très populaire auprès des enfants. Il s'agit d'une sphère de métal chargée d'électricité et lorsqu'une personne la touche, ses cheveux se dressent littéralement sur sa tête. Tesla recourait avec conviction à la puissance de son subconscient. Lorsque l'idée d'une invention lui venait à l'esprit, il l'entretenait dans son imagination, sachant que son subconscient reconstruirait dans son esprit conscient et lui révélerait tous les éléments nécessaires à sa fabrication sous une forme concrète. En contemplant tranquillement toutes les améliorations possibles, il ne perdait pas de temps à corriger les défauts éventuels. Il était capable de livrer au technicien le produit parfait de son esprit. Lors d'une interview, il dit « Invariablement, mon invention marche comme je l'ai imaginé. En 20 ans, il n'y a pas eu une seule exception. » Comment un célèbre naturaliste a résolu son problème. Le professeur Agassiz, un distingué naturaliste américain qui a vécu au XIXe siècle et a enseigné à Harvard, a découvert les infatigables activités de son subconscient pendant le sommeil. Voici ce que dit sa veuve dans la biographie de son éminent époux. Depuis 2 semaines, il s'efforçait de déchiffrer l'impression quelque peu obscure d'un poisson fossile sur la dalle de pierre dans laquelle il était incrusté. Fatigué et perplexe, il mit enfin son travail de son côté et essaya de s'en détacher. Peu de temps après, il s'éveilla une nuit, persuadé d'avoir vu son poisson pendant son sommeil, avec toutes ses parties manquantes retrouvées. Mais lorsqu'il essaya de s'en rappeler l'image, celui-ci s'effaça. Néanmoins, il se rendit au musée du Jardin des Plantes, se disant qu'en étudiant à nouveau l'impression, il verrait quelque chose qui le mettrait sur la voie de sa vision. Il n'en fut rien. Le mystère restait entier. La nuit suivante, il revit le poisson, mais sans résultat satisfaisant. À son réveil, la vision échappait à sa mémoire. Espérant que la même expérience se répéterait, il plaça, la 3e nuit, du papier et un crayon près de son lit avant de s'endormir. Vers le matin, le poisson réapparut dans son rêve, d'abord confusément, mais ensuite si distinctement qu'il n'eut plus aucun doute sur ses caractéristiques zoologiques. Encore à moitié endormi, dans l'obscurité totale, il traça ses caractéristiques sur le papier qui se trouvait à son chevet.
Au matin, il fut surpris de voir sur son dessin nocturne des traits qu'il ne croyait pas que le fossile pouvait révéler. Il se précipita au jardin des plantes et, son dessin le guidant, il réussit à buriner la surface de la pierre sous laquelle il trouva des parties cachées du poisson. Lorsqu'elles furent complètement dégagées, tout correspondait à son rêve et à son dessin, et mon mari put facilement procéder à la classification. Un grand médecin résout le problème du diabète. Dans les années 1920, le docteur Frédéric Banting, brillant chirurgien canadien, étudiait les ravages commis par le diabète. À cette époque, la médecine ne possédait aucun moyen d'enrayer cette maladie. Le docteur Banting consacrait un temps considérable à l'étude et à l'expérimentation des travaux internationaux sur ce mal. Une nuit, épuisé, il tomba endormi. Pendant son sommeil, son subconscient lui suggéra d'extraire le résidu de glandes pancréatiques dégénérées de chiens. Telle fut l'origine de l'insuline qui vint au secours de millions de personnes. Vous remarquerez que le docteur Banting s'était depuis longtemps consciemment absorbé dans le problème, cherchant sa solution. Son subconscient répondit en conséquence. Cela ne signifie pas que vous obtiendrez une réponse immédiatement. Il se peut qu'elle soit différée. Ne vous découragez pas. Continuez de poser le problème chaque soir à votre subconscient avant de vous endormir, comme si vous ne l'aviez encore jamais fait. Une des raisons du délai peut être le fait que vous considérez votre affaire comme un problème majeur. Vous pensez peut-être qu'il faudra beaucoup de temps pour le résoudre. Cela ne serait pas surprenant. Nous sommes habituellement convaincus que nos problèmes sont très difficiles à résoudre. S'ils ne l'étaient pas, ce ne seraient pas des problèmes. Cette façon de penser est cependant erronée. Votre subconscient ne connaît ni le temps ni l'espace. Endormez-vous en croyant que vous possédez maintenant la réponse. Ne postulez pas la réponse dans l'avenir. Ayez une foi totale dans l'aboutissement. Convainquez-vous en ce moment, tandis que vous lisez ce livre, qu'il y a pour vous une réponse, une solution parfaite. Ressentez la joie et l'apaisement que vous procure la réalisation de vos désirs. Toutes les pensées qui habitent votre esprit sont la substance de ce que vous espérez et le signe que l'invisible existe. Des scientistes qui, entre autres, étudient des manuscrits anciens, méditent dans des temples, scrutent des fossiles, arrivent à reconstituer des scènes du passé et à les faire revivre. Leur subconscient les aide à accomplir ces choses. Lorsque vous êtes confus, perplexe, apeuré et que vous vous demandez quelle décision prendre, souvenez-vous que vous avez à l'intérieur de vous un guide qui vous accompagne tout le long de la route et qui vous indique dans quelle direction aller. Comment un savant physicien s'échappa d'un camp de concentration russe? Le docteur Lothar von Blechschmidt, membre de la Rocket Society, éminent ingénieur en recherche électronique, raconte comment il a recouru à son subconscient pour échapper à la mort certaine qu'allaient lui infliger les gardes brutaux d'un camp dans les mines russes. J'étais prisonnier de guerre dans une mine de charbon en Union soviétique et je voyais mourir des hommes tout autour de moi. Nous étions surveillés par des gardes brutaux, des officiers arrogants et des commissaires qui savaient penser et agir avec rapidité. Après un examen médical sommaire, chaque prisonnier se voyait imposer une quantité de charbon à extraire chaque jour. La mienne fut fixée à 300 livres par jour. Si le prisonnier n'extrayait pas la quantité de charbon requise, sa maigre ration alimentaire était encore réduite et peu de temps après, il reposait au cimetière. Je me mis à me concentrer sur un projet d'évasion. Je savais que mon subconscient en trouverait le moyen. Mon foyer en Allemagne était détruit, ma famille anéantie, et tous mes amis avaient été tués ou se trouvaient dans des camps de concentration. Je dis à mon subconscient, je veux aller à Los Angeles, et tu vas trouver le moyen de m'y emmener. J'avais vu des images de Los Angeles, et je me souvenais bien de ses boulevards et de certaines de ses édifices. Chaque matin et chaque soir, je m'imaginais marchant le long du Wilshire Boulevard en compagnie d'une jeune fille américaine que j'avais rencontrée avant la guerre de Berlin. Elle est maintenant ma femme. En imaginant, je visitais les magasins, je montais dans des autobus et je prenais mes repas dans les restaurants. Chaque soir, je prenais soin de conduire ma voiture américaine imaginaire le long des boulevards de Los Angeles. Je me faisais de tout cela une représentation vivante. Ces images dans mon esprit étaient aussi réelles, aussi naturelles que les arbres qui bordaient le camp.
Chaque matin, le garde en chef comptait les prisonniers en rang. Il appelait 1, 2, 3, etc. Et lorsqu'il appelait le 17, qui était mon numéro, je faisais un pas de côté. Un matin, le garde fut appelé, puis revint au bout d'1 ou 2 minutes et attribua mon numéro à l'homme qui me suivait. Lorsque mon détachement revint le soir au camp, le nombre d'hommes était évidemment le même et la découverte de mon évasion ne fut faite que beaucoup plus tard. Je sortis du camp sans être vu et je marchai sans m'arrêter pendant 24 heures, me reposant ensuite, le lendemain, dans une ville déserte. Je vécus de la pêche et de la chasse, puis je trouvai des trains de charbon qui s'en allaient en Pologne et je les empruntai de nuit jusqu'à ce que j'arrive à bon port. Aidé par des amis, je me rendis à Lucerne, en Suisse. Un soir, à l'hôtel Palace de Lucerne, je liai conversation avec un couple d'Américains. Ils m'invitèrent dans leur maison de Santa Monica en Californie. J'acceptai, et lorsque j'arrivai à Los Angeles, leur chauffeur me conduisit à travers les boulevards, entre autres Wilshire Boulevard, que j'avais imaginé pendant mes longs mois de détention dans la mine de charbon russe. Je reconnus les édifices que j'avais vus si souvent en esprit. Il me semblait être vraiment déjà venu à Los Angeles avant d'atteindre mon but. Jamais je ne cesserai de m'émerveiller de ce qu'accomplit le subconscient. En vérité, ces voies sont insondables. Comment des archéologues et des paléontologues reconstruisent des lieux anciens? Ces savants savent que leur subconscient garde le souvenir de tout ce qui a existé. Tandis qu'ils étudient les ruines et les fossiles au moyen de leur perception imaginative, leur subconscient les aide à reconstruire les scènes de l'Antiquité. Le passé mort revit et redevient audible. Contemplant les temples anciens et étudiant les poteries, les statues, les ustensiles et les outils de ces temps anciens, le savant nous parle d'une ère où le langage n'existait pas. La communication se faisait au moyen de grognements, de plaintes et de signes. La profonde concentration et l'imagination disciplinée du savant éveillent les pouvoirs latents de son subconscient, ce qui lui permet de coiffer les temples antiques de toits, de les entourer de jardins, de piscines et de fontaines. Les restes fossilés sont revêtus de muscles et de chair. Ils retrouvent leurs yeux et marchent à nouveau. Le passé devient le présent vivant et nous voyons qu'en esprit il n'y a ni temps ni espace. Par l'imagination disciplinée, contrôlée, dirigée, vous pouvez être le compagnon des penseurs scientifiques les plus inspirés de tous les temps. Comment recevoir les directives de votre subconscient? Lorsque vous avez à prendre ce qui vous semble être une décision difficile ou lorsque vous n'entrevoyez pas de solution à votre problème, mettez-vous immédiatement à penser constructivement à ce sujet. Si vous êtes craintif ou soucieux, vous ne pensez pas réellement. Le mode de pensée véritable est libre de toute crainte. Voici une technique simple dont vous pouvez user pour recevoir des directives sur quelque sujet que ce soit. Immobilisez votre corps et apaisez votre esprit. Dites à votre corps de se détendre, il est contraint de vous obéir. Il n'a ni volonté, ni initiative, ni intelligence consciente. Votre corps est un disque émotionnel qui enregistre vos croyances et vos impressions. Mobilisez votre attention, fixez votre pensée sur la solution de votre problème. Essayez de le résoudre avec votre esprit conscient. Pensez à la joie que vous auriez en obtenant la solution parfaite. Imaginez le sentiment qui serait le vôtre si vous aviez la réponse convenable. Laissez votre esprit jouer ainsi dans un état de détente, puis endormez-vous. Si vous n'avez pas la réponse en vous éveillant, occupez-vous à autre chose. C'est probablement lorsque vous serez occupé ailleurs que la réponse surgira dans votre esprit. Pour recevoir les directives du subconscient, le moyen le plus simple est le meilleur. En voici un exemple. Je perdis un jour une bague de valeur, un bijou de famille. Je la cherchais partout, mais en vain. Le soir, je parlais à mon subconscient de la même manière qu'à une autre personne, lui disant avant de m'endormir « Tu sais toute chose, tu sais donc où se trouve cette bague et tu me le révèles à présent. » En m'éveillant au matin, les mots « demande à Robert » résonnèrent à mon oreille. Je pensais qu'il était bien étrange que j'eusse demandé à Robert, un enfant de 9 ans, où était ma bague. Néanmoins, j'obéis à ma voix intérieure. Robert dit « Ah oui, je l'ai ramassée dans le jardin en jouant avec mes camarades. Je l'ai mise sur mon bureau dans ma chambre. Je ne pensais pas qu'elle avait de la valeur, alors je n'ai rien dit à personne. » Le subconscient vous répondra toujours si vous lui faites confiance. Comment le subconscient révéla l'emplacement du testament de son père?
Un jeune homme qui suit mes cours fit l'expérience suivante. Son père était décédé apparemment intestat. Cependant, sa sœur lui dit que le père lui avait confié avoir testé de façon à être juste envers tous. Tous les efforts pour retrouver ce testament restaient vains. Avant de s'endormir, il parla à son esprit profond comme suit. « Je confie cette requête à mon subconscient. Il sait exactement où ce testament se trouve et il me révèle. » Puis il résuma par un seul mot sa requête, réponse. Le répétant à maintes reprises comme une berceuse, il s'endormit sur cette parole. Le lendemain matin, ce jeune homme se sentit irrésistiblement poussé à se rendre dans une certaine banque de Los Angeles dans laquelle il découvrit qu'un coffre avait été loué au nom de son père. Le testament s'y trouvait. Votre pensée, quand vous vous endormez, stimule la puissance qui est en vous. Par exemple, supposez que vous demandiez s'il convient que vous vendiez votre maison, que vous achetiez certaines actions, que vous mettiez fin à une association, que vous alliez vous fixer à Montréal ou que vous demeuriez à Paris, ou encore que vous dénonciez un contrat ou en scelliez un autre. Faites la chose suivante. Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil ou à votre bureau. Souvenez-vous qu'il existe une loi universelle d'action et de réaction. L'action, c'est votre pensée. La réaction, la réponse de votre subconscient. Le subconscient est réactif et il réfléchit selon sa nature. Il rebondit et récompense. C'est la loi de correspondance. Il répond au correspondant. En contemplant l'action juste, vous obtiendrez automatiquement une réaction, une réponse en vous-même qui représentera la directive ou la réponse de votre subconscient. Pour trouver les directives dont vous avez besoin, vous pensez tranquillement à l'action juste, ce qui veut dire que vous vous servez de l'intelligence infinie qui réside dans votre subconscient au point où elle se met à se servir de vous. Dès ce moment, votre action est dirigée et contrôlée par la sagesse subjective qui est en vous, toute puissante. Votre décision sera la bonne. Il n'y aura que l'action juste parce que vous serez subjectivement contraint de faire ce qui sera bien. Je me sers du mot contraint parce que la loi du subconscient est la contrainte. Le secret des directives. Le secret de la directive, donc de l'action juste, c'est de se consacrer mentalement à la réponse juste jusqu'à ce que vous trouviez en vous-même la réponse. La réponse vient sous forme d'une émotion, d'une intuition qui n'admet pas de discussion et par laquelle vous êtes convaincu. Vous ne pouvez absolument pas échouer ni commettre un faux pas lorsque vous suivez la sagesse subjective en vous. Toutes les voies que vous emprunterez seront pleines d'agréments et tous vos chemins paisibles. Résumé du chapitre. Souvenez-vous que le subconscient a déterminé le succès et les merveilleux accomplissements de tous les grands chercheurs. Lorsque vous accordez votre attention consciente et suivie à la solution d'un problème difficile, votre subconscient rassemble toute l'information qui vous est nécessaire et en présente le produit à l'esprit conscient. Si vous cherchez la réponse à un problème, essayez de le résoudre objectivement. Obtenez par la recherche et auprès des autres toute l'information dont vous avez besoin. Si aucune réponse ne vient, confiez le problème à votre subconscient avant de vous endormir, la réponse vient toujours. Cela ne manque jamais. La réponse ne vient pas nécessairement d'un jour à l'autre. Continuez de confier votre requête à votre subconscient jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres fuient. Vous ajournez la réponse en pensant qu'elle pourra être longue à venir ou en pensant que votre problème est majeur. Votre subconscient n'a pas de problème, il ne connaît que la réponse. Croyez que vous tenez dès maintenant la réponse, sentez la joie que vous allez éprouver et ce que vous sentirez lorsqu'elle viendra. Votre subconscient répondra à votre sentiment. Toute image mentale soutenue par la foi et la persévérance se manifestera en vertu de la miraculeuse puissance de votre subconscient. Faites-lui confiance. Croyez en sa puissance et les merveilles se réaliseront tandis que vous priez. Votre subconscient est la resserre de la mémoire, et en votre subconscient sont enregistrées toutes vos expériences depuis l'enfance. Les savants méditant sur d'anciens manuscrits, sur des temples antiques, sur des fossiles, etc., parviennent à reconstruire des scènes du passé et à les faire revivre. Leur subconscient leur vient en aide. Confiez votre quête d'une solution à votre subconscient avant de vous endormir. Faites-lui confiance, croyez en lui. La réponse viendra. Votre subconscient sait tout et voit tout, mais il ne faut pas que vous doutiez ni que vous remettiez en question ses pouvoirs. L'action, c'est votre pensée, et la réaction est la réponse de votre subconscient. Si vos pensées sont sages, vos actions et vos décisions le seront aussi.
Les directives se présentent sous forme d'un sentiment, d'une certitude intérieure qui fait que vous êtes convaincu. Ce sentiment, cette certitude, suivez-le. Les façons dont votre subconscient vous répond sont parfois mystérieuses. Il se peut que vous aboutissiez dans une librairie et pigeant un livre au hasard, que vous y trouviez la réponse à une question que vous vous posiez. Il se peut également que vous entendiez une conversation où la solution à votre problème vous est exposée clairement. Le subconscient se manifeste sous de multiples formes et souvent de façon inattendue. Chapitre 13. Le subconscient et les merveilles du sommeil. Le subconscient ne dort jamais, il est toujours actif, il contrôle toutes vos fonctions vitales. Vous passez environ 8 heures sur 24 heures, c'est-à-dire un tiers de votre vie, dans le sommeil. C'est une inexorable loi de la vie qui s'applique également au règne animal et végétal. Le sommeil est une loi divine, et beaucoup de réponses à nos problèmes nous viennent lorsque nous sommes profondément endormis. Beaucoup de personnes maintiennent la théorie selon laquelle vous vous fatiguez pendant le jour et dormir la nuit pour permettre à votre corps de récupérer, processus de réparation ayant lieu au cours du sommeil. Mais rien ne se repose tandis que vous dormez. Votre cœur, vos poumons et tous vos organes vitaux fonctionnent. Si vous venez de manger, la nourriture est digérée et assimilée. De même, votre peau transpire, vos ongles et vos cheveux continuent de pousser. Votre subconscient ne se repose pas, il ne dort jamais. Il est toujours actif, contrôlant toutes les forces vitales. Le processus curatif s'accomplit plus rapidement tandis que vous dormez, car alors il n'y a pas d'interférence de la part de votre esprit conscient. De remarquables réponses vous parviennent pendant que vous dormez. Pourquoi nous dormons ? Le docteur John Bigelow a été l'un des premiers scientistes à faire des recherches sérieuses sur le sommeil. Il a réussi à démontrer que la nuit, pendant votre sommeil, vous recevez constamment des impressions de vos sens, vue, odorat, ouïe et toucher, et que votre activité cérébrale est également assez importante. Ces conclusions se rapprochent beaucoup de ce qui est énoncé dans ce livre. Il a affirmé que la principale fonction du sommeil est de réunir la partie la plus noble de notre âme à notre nature la plus élevée, nous permettant de participer à la sagesse et au savoir des dieux. La prière, une forme de sommeil. Votre esprit conscient s'emprête dans les vexations, les luttes et les conflits de la journée. Il est donc indispensable qu'il fasse périodiquement abstraction du témoignage sensoriel et du monde objectif et qu'il communique silencieusement avec la sagesse intérieure de votre subconscient. En revendiquant les directives, la force, l'intelligence supérieure dans toutes les phases de votre vie, vous serez à même de surmonter toutes les difficultés, de résoudre vos problèmes quotidiens. Cette retraite régulière hors de l'évidence sensorielle ainsi que du bruit et de la confusion de la vie de tous les jours est aussi une forme de sommeil, c'est-à-dire que vous êtes alors endormi au monde des sens et que vous vous éveillez à la sagesse et à la puissance de votre subconscient. Les effets surprenants de la privation de sommeil. Le manque de sommeil peut vous rendre irritable, sombre et déprimé. Écoutez le docteur Stevenson de l'Association nationale pour la santé mentale. Je crois qu'il est raisonnable de dire que tous les êtres humains ont besoin d'un minimum de 6 heures de sommeil pour bien se porter. La plupart ont besoin de plus. Ceux qui pensent qu'ils peuvent s'accommoder de moins de sommeil se méprennent. Les savants en recherche médicale qui ont étudié le processus du sommeil et de la privation de sommeil font remarquer que l'insomnie prolongée a précédé dans certains cas les ébranlements psychopathiques. Souvenez-vous que vous êtes spirituellement rechargé pendant le sommeil et qu'il vous en faut suffisamment pour vous donner de la vitalité et de la joie de vivre. Vous avez besoin de plus de sommeil. Une bonne façon de découvrir pourquoi nous avons besoin de sommeil consiste à étudier ce qui se produit lorsqu'on en manque. En 1964, Randy Gardner, un jeune homme de 17 ans, a voulu battre le record de celui qui a passé le plus de temps sans dormir afin que son nom soit inscrit au mondial des records Guinness. Il est resté éveillé pendant 264 heures, c'est-à-dire 11 jours. Des tests effectués ultérieurement ont démontré qu'il n'a souffert d'aucun dommage permanent suite à cette performance, mais que pendant cette période d'insomnie, ses facultés intellectuelles se sont détériorées, qu'il a éprouvé des problèmes d'élocution et de mémoire, et les derniers jours, il s'est mis à souffrir d'hallucinations.
La plupart des personnes souffrant de problèmes d'insomnie chronique ne se rendent pas à ces extrêmes, mais ils peuvent cependant souffrir de symptômes sérieux. Selon la sécurité routière, de nombreux accidents sont attribuables au manque de sommeil. Il semblerait qu'un conducteur sur 5 se serait endormi au volant à un moment ou à un autre. C'est pourquoi ceux qui conduisent la nuit ont 5 fois plus de chances de subir un accident que ceux qui conduisent le jour. Ils savent à présent que le cerveau fatigué appelle si avidement le sommeil qu'il sacrifiera tout pour l'obtenir. Après seulement quelques heures de privation de sommeil, de courts hommes se produisent au rythme de 3 ou 4 par heure. Tout comme dans le véritable sommeil, les paupières tombent, le rythme cardiaque ralentit. Au début, chaque somme ne dure qu'une fraction de seconde, mais à mesure que la privation augmente, les périodes de sommeil se produisent plus souvent et durent plus longtemps, peut-être 2 ou 3 secondes. Même si des sujets avaient été en train de piloter un avion dans un orage, ils n'auraient pu résister à ce micro-sommeil de quelques précieuses secondes. Le sommeil porte conseil. Une jeune dame de Los Angeles qui écoute mes émissions de radio nationale me dit qu'on lui avait offert une situation qui aurait doublé son salaire, mais à New York. Elle ne savait si elle devait accepter cette offre. Avant de s'endormir, elle pria comme suit. L'intelligence créatrice de mon subconscient sait ce qu'il vaut le mieux pour moi. Sa tendance mène toujours vers la vie et elle me révèle la bonne décision, qui est une bénédiction pour moi et tout ce qu'elle intéresse. Je rends grâce pour la réponse qui, je sais, me vient. Elle se répéta cette prière simple à maintes reprises avant de s'endormir et le lendemain matin, elle eut le sentiment persistant qu'elle ne devait pas accepter cette offre. Elle la rejeta donc, et les événements subséquents lui donnèrent raison, car la compagnie qui l'avait pressentie fit faillite quelques mois plus tard. L'esprit conscient peut avoir raison quant aux faits objectivement connus, mais la faculté intuitive du subconscient de cette personne avait vu l'échec de la compagnie en question et lui en avait donné la prémonition. Sauvé d'un désastre certain. Je vous donne un exemple de la façon dont la sagesse de votre subconscient peut vous instruire et vous protéger lorsqu'avant de vous endormir, vous lui demandez de vous éclairer. Il y a bien des années, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, une situation fort lucrative me fut offerte en Orient. Avant de recevoir les directives qui me permettraient de prendre la bonne décision, je priais comme suit. L'intelligence infinie qui est en moi sait toutes choses, et la bonne décision m'est révélée dans l'ordre divin. Je reconnaîtrai cette réponse lorsqu'elle me viendra. Je répétais cette prière comme une berceuse avant de m'endormir et au cours d'un rêve, un vieil ami apparut et me dit « Lisez ces manchettes, ne partez pas ». Les manchettes des journaux dans mon rêve parlaient de violence, d'agitation et de guerre, choses qui se sont produites peu après dans le pays où je m'apprêtais à me rendre. Votre subconscient est doté d'une intelligence infinie. Il est omniscient. Souvent, il s'adressera à vous sous une forme que votre esprit conscient acceptera spontanément. Dans le rêve que j'ai raconté, qui m'a sans doute sauvé d'un grand danger, mon subconscient s'est manifesté en rêve sous l'apparence d'une personne que je respectais et en qui j'avais confiance. Certains pourront recevoir une mise en garde sous la forme d'une mère qui apparaît dans un rêve. Elle dit au rêveur de ne pas aller dans un endroit et lui donne la raison de sa mise en garde. Parfois, votre subconscient vous préviendra par une voix semblable à celle de votre mère ou de quelque être aimé qui vous fera vous arrêter dans la rue. Vous verrez ensuite que si vous aviez avancé d'1 mètre, vous auriez pu recevoir sur la tête un objet qui tombait d'une fenêtre. Avant de vous endormir, chargez votre subconscient de trouver une solution à vos problèmes et il vous répondra. Votre subconscient est le réservoir de tous vos souvenirs et de toutes les expériences que vous avez vécues depuis l'enfance. Votre avenir est dans votre subconscient. Souvenez-vous que l'avenir, le résultat de votre mode de pensée habituel, est déjà dans votre esprit, sauf lorsque vous le transformez par la prière. De même, l'avenir d'un pays est dans le subconscient collectif du peuple de cette nation. Il n'y a rien d'étrange dans le rêve au cours duquel je vis les manchettes des journaux de New York bien avant que la guerre ne se déclarât. Cette guerre avait déjà lieu en esprit et tous les plans de l'attaque étaient déjà gravés sur ce grand instrument enregistreur, le subconscient, l'inconscient collectif de l'entendement universel. Les événements de demain sont dans votre subconscient, de même que ceux de la semaine prochaine, du mois prochain, et ils peuvent être vus par une personne clairvoyante d'une grande maturité psychique.
Aucun désastre, aucune tragédie ne peut vous atteindre si vous décidez de prier. Rien n'est prédestiné, préordonné. Votre attitude mentale, c'est-à-dire la façon dont vous pensez, sentez et croyez, détermine votre destinée. Vous pouvez, par la prière scientifique, telle qu'elle a été expliquée dans un précédent chapitre, former, mouler et créer votre avenir. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Un assoupissement qui lui valut 15 000 $. Un de mes élèves m'envoya un extrait d'article de journal, il y a 3 ou 4 ans, au sujet d'un homme nommé Ray Amerstrom, ouvrier lamineur dans l'aciérie de Pittsburgh, appartenant à la Jones and Lange Steel Corporation. Cet homme reçut 15 000 $ pour son rêve. Selon cet article, les ingénieurs ne parvenaient pas à réparer une prise située dans un nouvel atelier et qui assurait la transmission des barres d'acier sur les tables de refroidissement. Ces ingénieurs s'y étaient repris à 11 ou 12 fois, mais en vain. Amerstrom réfléchissait beaucoup à ce problème et s'efforçait de trouver un nouveau dispositif qui pourrait fonctionner. Rien ne marcha. Un après-midi, il s'étendit pour prendre un moment de repos et avant de s'endormir, il se mit à penser à la solution du problème de la prise. Il eut un rêve au cours duquel un dessin parfait lui apparut. Lorsqu'il s'éveilla, il en fit un croquis. Ce petit somme valut à Amerstrom un chèque de 15 000 $, la plus forte récompense que sa firme ait jamais donnée à l'un de ses employés pour une idée nouvelle. Comment un célèbre professeur résolut un problème pendant son sommeil? Le docteur Helprecht, professeur d'assyrien à l'université de Pennsylvanie, écrit ce qui suit. Un samedi soir, je m'étais épuisé en vains efforts pour déchiffrer 2 petits fragments d'agate qui étaient censés provenir d'une bague d'un Babylonien. Vers minuit, au comble de la lassitude, je me couchai et je fis ce songe remarquable. Un prêtre de Nippur, grand et mince, âgé d'environ 40 ans, me conduisit à la chambre du trésor du temple, une petite pièce à plafond bas sans fenêtre. Des morceaux d'agate et de lapis lazuli étaient éparpillés sur le sol. Le prêtre me dit « Les 2 fragments que vous avez publiés séparément aux pages 22 et 26 vont ensemble, et ce ne sont pas des bagues. Les 2 premiers anneaux ont servi de boucle d'oreille à la statue de Dieu. Les 2 fragments que vous avez en font partie. Si vous les mettez ensemble, vous aurez la confirmation de mes paroles. » Je m'éveillai immédiatement et j'examinai les fragments. À mon étonnement, je vis que mon rêve disait vrai. Le problème trouvait enfin sa solution. Cela illustre clairement la manifestation créatrice du subconscient de ce savant qui connaissait la réponse à tous ses problèmes. Comment le subconscient travaillait au profit d'un écrivain célèbre tandis qu'il dormait. Robert Louis Stevenson, dans un de ses livres, À travers les plaines, consacre tout un chapitre aux rêves. Il faisait des rêves très vivants et avait l'habitude persistante de donner des instructions spécifiques à son subconscient chaque soir avant de s'endormir. Il lui demandait de lui suggérer des contes tandis qu'il dormait. Par exemple, si ses fonds étaient bas, il commandait à son subconscient quelque chose comme ceci. « Donne-moi un bon roman d'aventure qui soit commercialement profitable. » Et son subconscient répondait magnifiquement. Stevenson dit « Ces petites fées, l'intelligence et les puissances de son subconscient peuvent me donner une histoire, pièce par pièce, comme un feuilleton et me maintenir, moi, l'auteur supposé, dans l'ignorance totale du dénouement. » Et il ajouta « Cette partie de mon travail qui s'accomplit lorsque je suis levé, tandis qu'il est éveillé et conscient, n'est pas du tout nécessairement mienne, car tout indique que même alors les faits m'accompagnent. Dormez en paix et réveillez-vous dans la joie. » Ceux qui souffrent d'insomnie trouveront souvent cette prière très efficace. Répétez-la lentement, tranquillement, avec amour, avant de dormir. Mes orteils sont détendus, mes chevilles sont détendues, mes muscles abdominaux sont détendus, mon cœur et mes poumons sont détendus, mes mains et mes bras sont détendus, mon cou est détendu, mon cerveau est détendu, mon visage est détendu, mes yeux sont détendus, tout mon esprit et tout mon corps sont détendus. Je pardonne à tous pleinement et librement, et sincèrement, je souhaite pour tous l'harmonie, la santé, la paix et toutes les bénédictions de la vie. Je suis en paix, équilibré, serein et calme. Je me repose dans la sécurité et dans la paix.
Un grand silence m'enveloppe et un grand calme règne sur tout mon être, tandis que je prends conscience de la présence divine qui est en moi. Je sais que la réalisation de la vie et de l'amour me guérit. Je m'enveloppe dans le manteau de l'amour et je m'endors tout rempli de bonne volonté envers tous. Toute la nuit, la paix demeure en moi et au matin, je serai rempli de vie et d'amour. Un cercle d'amour est tracé autour de moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je dors en paix, je m'éveille dans la joie, et en lui j'ai la vie, le mouvement et l'être. Résumé du chapitre. Si vous craignez de ne pas vous réveiller à l'heure, suggérez à votre subconscient avant de vous endormir l'heure exacte à laquelle vous désirez vous lever. Il vous réveillera. Il n'a pas besoin de pendule, faites de même pour tous vos problèmes. Rien n'est trop difficile pour votre subconscient. Votre subconscient ne dort jamais, il est sans cesse à l'œuvre. Il contrôle toutes vos fonctions vitales. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez à tous avant de vous endormir, la guérison aura lieu beaucoup plus rapidement. Les directives sont données tandis que vous dormez, parfois en rêve. Les courants curatifs aussi sont libérés et au matin, vous vous sentez reposé et rajeuni. Lorsque vous êtes en proie aux vexations et aux luttes de la journée, calmez les rouages de votre esprit et pensez à la sagesse et à l'intelligence logée dans votre subconscient, qui est toujours prêt à vous répondre. Cela vous donnera la paix, la force et la confiance. Le sommeil est essentiel à la paix de l'esprit et à la santé du corps. Le manque de sommeil peut causer l'irritation, la dépression et les désordres mentaux. Il vous faut 8 heures de sommeil. Les savants en recherche médicale enseignent que l'insomnie précède les dépressions psychopathiques. Pendant le sommeil, vous êtes spirituellement rechargé. Une durée suffisante de sommeil est essentielle à la vitalité et à la joie de vivre. Votre cerveau fatigué a si faim de sommeil qu'il sacrifiera tout pour l'obtenir. Ceux qui sont endormis au volant d'une voiture l'attesteront. Beaucoup de personnes privées de sommeil ont mauvaise mémoire et manquent de coordination. Elles sont ahuries, troublées et désorientées. Le sommeil porte conseil. Avant de vous endormir, affirmez que l'intelligence infinie de votre subconscient vous dirige et vous guide. Puis soyez à l'écoute de quelle direction prendre, qui viendra peut-être au réveil. Ayez une confiance absolue en votre subconscient. Sachez bien que sa tendance est vers la vie. Parfois il vous répond par un rêve vivant, une vision de la nuit. Vous pouvez être prévenu par un rêve, tout comme le fut l'auteur de ce livre. Votre avenir est dans votre esprit dès à présent. Il a pour base votre pensée, vos croyances habituelles. Affirmez que l'intelligence infinie vous dirige et vous guide et que tout bien est vôtre. Votre avenir sera merveilleux. Croyez-le et acceptez-le. Attendez-vous au meilleur, invariablement, le meilleur viendra. Si vous écrivez un roman, une pièce de théâtre, un livre, si vous travaillez à une invention, parlez à votre subconscient le soir et affirmez hardiment que sa sagesse, son intelligence et sa puissance vous guident, vous dirigent et vous révèlent la pièce, le roman, le livre ou la solution idéale que vous attendez. Les merveilles se produiront tandis que vous prierez ainsi. Adressez votre requête à votre subconscient avant de vous endormir. Ayez la confiance que vous obtiendrez une réponse. Plus, croyez-le profondément. Il sait tout et voit tout, et vous ne devez pas en douter ni remettre sa puissance en question.